Nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis avec Valérie Legendre et je suis heureux de présenter ce webinaire. Vous l'avez compris, le titre est évocateur de pas mal de problèmes que rencontrent des entreprises. Nos conseils pour rater vos recrutements. Ce que j'aimerais, c'est m'assurer que tout le monde entend, tout le monde nous voit comme il faut. Merci. Alors je vois qu'Estelle nous dit bonjour. Super. Si le son est bon et que l'image est bonne, ok, Ça super, allait. génial. Oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, pourquoi ce sujet? Et on va tout de suite passer à nos présentations. Bien sûr, je m'appelle Augustin Valero, je dirige le Florian Mansion Institute maintenant depuis 2007. Ça fait plus de 20 ans que je fais du conseil en recrutement. Donc, c'était l'occasion pour moi de vous livrer un peu le vécu d'un recruteur au quotidien, des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, sans stigmatiser ce que l'on entend. Mais l'idée, c'est que c'est vrai que je suis dans les réseaux économiques depuis pas mal de temps et j'entends toujours les mêmes choses. Tout tourne autour des candidats. Voilà. C'était l'occasion pour nous de vous faire un webinaire en vous donnant bien sûr quelques clés pour rater vos recrutements, mais aussi pour les réussir, et on verra ça après. Valérie, je te laisse te présenter et puis nous dire en quoi ce titre est évocateur pour toi, en fait. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc Valérie Legendre, moi je suis au Florian Mansion Institut sur la région d'Avignon et j'exerce dans cette équipe depuis 11 ans maintenant. Donc j'ai eu le temps d'avoir plein d'entreprises, plein de cas et de constater plein de sujets de ratage différents. Avec un recul plus ou moins bien fait sur les sujets. Donc, j'aimerais partager ça avec vous pour essayer qu'on en rate un peu moins. Bon, super. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous allez tous pouvoir participer, donner votre avis, nous poser des questions. Valérie va être avec moi co-animatrice de ce webinaire. Donc, l'idée, c'est que dès que vous avez quelque chose à dire, une idée, n'hésitez pas. C'est ce que l'on veut. Hein. Ces webinaires doivent être avant tout participatifs et l'occasion d'échanger. Vous verrez qu'à la fin du webinaire, on vous proposera d'avoir le replay et on va commencer tout de suite par notre sujet, hein, comment rater ses recrutements. Alors, soyez super attentifs parce que si vous écoutez pas tout, vous risquez de les réussir. Donc, voilà. Alors, comment rater ses recrutements? Tout d'abord, je crois que le premier sujet, et c'est ce que j'entends en permanence, c'est que tout est lié au candidat. Il nous faut, pardon, surtout, tout est lié au CV. Pour bien recruter, c'est très très important d'avoir des CV avant tout. Et c'est vrai, Valérie, que c'est quelque chose que nous demandons tout le temps. Je pense que quand tu vas avoir un prospect, on te dit, est-ce que vous avez des CV, j'imagine. Ils pensent toujours qu'on a des CV, oui, tout prêt, tout chaud dans notre base de données, prêt à ressortir en quelques minutes. Tout à fait. Ouais, ce serait magique. Mais moi, je dis même que si vraiment c'était qu'une affaire de CV, ben, allez à France Travail, ils ont plein de CV à vous proposer, ce sera gratuit et vous réussirez vos recrutements. Alors, le fait est que c'est pas toujours comme ça et c'est ce qu'on va voir après. Hein. Le deuxième point très très important, si vous voulez vraiment rater vos recrutements, c'est de dire, eh ben, on prend les mêmes et on recommence. Mon directeur commercial, mon DAF, mon DSI est parti. C'est pas grave. Je vais sortir la même fiche de poste qu'on avait fait il y a 10 ans. Je vais sortir les mêmes annonces. Je vais plus ou moins garder le même salaire. Ça aussi, hein, c'est des choses que l'on entend. Et de toute façon, comme mon entreprise est la meilleure tout le temps, je n'aurai aucune difficulté à recruter. Donc, on s'inquiète pas et on balance ce qu'on a fait il y a quelques années. C'est des choses que tu vois aussi? Ouais, je vois régulièrement parce que ça va plus vite, parce qu'on pense que les choses n'ont pas bougé tant que ça, et puis la personne d'avant était peut-être pas si mal, donc on veut la même, donc on va droit au but, sans se poser de questions, malheureusement. Alors, est-ce que c'est le cas du public, hein? Est-ce que vous avez l'habitude de voir ça? N'hésitez pas, hein, encore une fois, à le commenter et on va le partager ensemble. Alors, un autre point très important, quand on veut absolument rater ses recrutements, et ça, attention, soyez super attentifs parce que c'est vraiment le sujet, c'est le plus important, c'est la motivation. Je réussirai mes recrutements si j'ai en face de moi, d'une part, des CV et des super candidats très très motivés, quel que soit le contexte, quel que soit le poste, la motivation du candidat. Hein, on est vraiment focalisé sur le candidat, peu importe ce que je lui propose. Ça, c'est vraiment ce que j'entends au quotidien et malheureusement, ça explique pourquoi beaucoup d'entreprises ratent leur recrutement, tout simplement parce que à partir de là, on se remet pas en question. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie?
Ouais, on le voit beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des candidats motivés du tout, mais ce n'est pas absolument pas la seule raison pour laquelle il faut choisir ce candidat-là. Donc, la motivation, c'est clé. Mais oui, je vois tout le temps. Il peut être sympa, il est motivé. On m'a dit qu'il était bien, qu'il était dynamique. Bon, allez, on y va. Eh oui. On peut limiter. Donc, deuxième point, très très important. Bon, on va y arriver à rater nos recrutements, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors, si on cumule tout, ouais, on est bien parti. ouais. Alors, si on cumule tout, on va avoir en plus l'aspect du temps, en fait. Beaucoup de recruteurs nous disent, et surtout quand on leur demande, mais c'est pour quand votre besoin? Ben, c'était pour hier. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends en permanence, et surtout, il faut aller vite. Pourquoi? Parce que, bien entendu, on n'a rien préparé, et puis c'est pas grave, puisque tout est déjà prêt à l'avance. Donc oui, le temps, c'est de l'argent, et donc pour qu'un recrutement se fasse, en tout cas de manière efficace, dites-vous toujours qu'il faut aller très très vite. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la marque employeur. Moi, j'entends souvent, c'est quoi ce truc, la marque employeur? C'est du marketing, ça concerne. Mais toi, qui es une pro du marketing, Valérie, j'imagine que tu connais ces thématiques-là. Tu l'entends souvent, ça. À quoi bon la Oui. marque employeur? Oui, c'est pas encore quelque chose qui est vu par beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas encore un réflexe ou ça reste un peu superficiel. Il y a un vrai travail de fond à faire pour avoir une marque employeur efficace. Donc, beaucoup pensent que ça sert à rien ou il suffit de mettre 3 valeurs affichées sur les couloirs de l'entreprise pour qu'on soit à peu près raccord et qu'on soit sexy par rapport à des candidats. Non, c'est pas tout à fait ça. Vous nous direz ce que vous pensez de la marque employeur, hein, de notre public aujourd'hui connaît ce sujet, j'imagine. Beaucoup pensent que c'est du marketing, beaucoup pensent que c'est intéressant. En tout cas, si vous voulez rater vos recrutements, occultez cet aspect-là et ne vous y intéressez surtout pas. Troisième point dans ce slide pour bien rater ces recrutements, c'est surtout partez du principe que travailler chez moi, ça se mérite. Mon entreprise, elle est top, quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin d'en parler. Je crois que c'est aux candidats de faire les efforts. Hein. Les gens qui veulent bosser, ben, ils ont qu'à se bouger en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que j'entends au quotidien. Donc, vous rajoutez à ça que Pôle emploi, ben, ça sert à rien. Enfin, pardon, France Travail, ça sert à rien. Ben voilà, on est en plein dans le truc qu'il faut pas faire. Et bien évidemment, c'est comme ça qu'on va bien rater ces recrutements. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des petits commentaires là-dessus, mais tu C'était n'hésites pas à revenir. sur la marque employeur pour l'instant simplement en disant que oui, c'était pas suffisant. C'est sûr. Comment rater les recrutements, c'est un des petits aspects qui peut faire rater, mais c'est pas ça qui va être la garantie. Le temps et le rythme me paraît quelque chose d'important aussi. C'est vrai. Alors, je pense que tout est bon pour se planter. Donc, si on ajoute à chaque fois une couche, on va y arriver. Et surtout, cette notion comme quoi il est important de bien retenir que pour rater ces recrutements, misez tout sur le candidat, hein, sur sa motivation, son envie de bosser. Les gens, ils veulent plus bosser. Ça, j'entends tout le temps ça. Ouais. Et moi, ça m'étonnerait que les gens aient plus bosser. Mais bon, on va continuer là-dessus. Alors, très très important, et je vous conseille vraiment de le faire, hein, c'est fiez-vous à votre feeling. Le feeling, c'est le plus important. C'est le meilleur outil d'évaluation. On a tous un nez, on a tous un ressenti, et je pense que beaucoup de recruteurs se fient à leur feeling. Donc, si vous voulez vous planter, commencez par ça. Hein. Qu'est-ce que tu penses, Valérie? Tu penses que les 5 premières minutes de l'entretien sont les plus importantes? Elles sont très importantes, mais pas les plus importantes. Mais ceux qui se targuent de maîtriser la relation humaine et l'évaluation en quelques minutes, voire quelques secondes, me le ressortent souvent. Le feeling reste clé. C'est comme la marque employeur, tout ce qu'on va dire. Mais c'est vrai que je l'entends. Je le sens bien. Voilà, j'ai eu une bonne poignée de main, le bon regard franc du départ. Pour moi, c'est bon. Je maîtrise. Ah ouais. La poignée de main, quand même, ça c'est super important, quoi. La poignée de main, si la personne a la main molle, c'est foutu. Hein. Moi, l'entretien, il est réglé. Voilà. Ça, ben, écoutez, on l'entend, on a l'habitude de l'entendre. Donc, avec Loïc Douillère, mon associé, on avait fait un article sur le métropolitain, sur faut-il se méfier du feeling. Vous le retrouvez dans notre blog et dans nos contenus digitaux sur le site internet farmemotion.com. Bien entendu, la réponse est dans la question. Mais je dirais que le feeling,
reste un atout. Mais à quel moment du processus, on va le voir après. Okay. Tu as vu, Augustin, qu'il y avait une petite question de Stéphanie sur les biais cognitifs? Ah, oui, alors, la question, tu peux me dire exactement. Et les biais cognitifs dans tout ça, point d'interrogation. Et les biais cognitifs. Alors, moi, je vais vous parler tout à l'heure d'un biais que je trouve très intéressant, c'est le biais de confirmation. Mais j'en dis pas plus parce que je veux que vous restiez avec moi. On va en parler tout à l'heure. Le biais de confirmation est un biais qu'on va retrouver principalement en recrutement et en entretien. Mais on se garde pour tout à l'heure parce que l'idée c'est qu'on apprenne des choses ensemble. Oui, les biais cognitifs, c'est tout ce qui va parasiter et orienter notre vision des choses. Voilà. Et c'est vrai que il y a une relation avec le feeling, hein, parce que on parle beaucoup du feeling comme un moyen aussi de synthétiser quelque part ce qui est inconscient chez nous aussi. Hein. Mais encore une fois, on va en parler un petit peu plus tard. C'est une très bonne question et rappelez-moi de bien en parler tout à l'heure. Sur le feeling aussi, juste Augustin, là, quand on dit ouais, c'est avoir un bon feeling, c'est vrai, qu'est-ce qu'on met derrière feeling? Alors, un bon feeling, c'est un a priori, je fais confiance à ma façon d'évaluer les choses sans trop réfléchir, en fait. Voilà, j'écoute mon inconscient, hein. J'écoute l'irrationnel chez moi parce que j'ai l'habitude d'écouter ce que je ressens sans forcément analyser. Alors, on va commencer à donner un élément de réponse. Je pense que le feeling est quelque part le résultat d'années et d'années d'expérience aussi. Je pense que c'est une façon inconsciente d'analyser les choses en tenant compte de son propre vécu, et forcément ça peut être un atout. D'accord. Le problème, c'est que le feeling n'est qu'un élément de l'évaluation. Et avant ça, il y a peut-être des choses très objectives qu'il va falloir évaluer. Et je mettrai toujours le feeling, oui, c'est important, et on va le voir tout à l'heure, mais à la fin du processus. Voilà. Mais c'est vraiment, je pense que plus on est expérimenté, plus le feeling fonctionne. Voilà. Ça te va ? Ouais, alors si j'imagine que ça va à la personne qui a posé la question sur Pierre, mais oui, bien sûr, ça en fait partie complètement, et c'est qu'un élément. C'est chaque fois tout ce qu'on dit. Si on fait qu'une chose et que ça et à fond, c'est le ratage assuré. Donc, on continue la liste et on verra bien comment il faut mélanger tout ça pour y arriver. Ouais. Moi, je sens qu'on va faire des bons recrutements, si tu veux. Voilà, là, je le sens bien. Avec tout ça, ouais. Bon. Avec un gros feeling, la poignée de main, très, très, très vite, et la même fiche de poste. Ouais. Et le problème, c'est quand on a vraiment des feelings très positifs tout de suite, quoi. Celui-là, c'est le bon, je le sens, ou celle-là, c'est la bonne candidate. J'ai un super feeling, et je le dis à tout le monde, et forcément, je vais influencer les autres aussi, parce que je suis le dirigeant, que j'ai un bon feeling. Voilà. Tout le monde va suivre mon idée au départ, je pense. Exactement. À mon avis. Alors, autre élément important aussi, si on veut bien se planter sur un recrutement, c'est ne pas oublier que l'entretien est le seul outil d'évaluation dans l'entreprise. Voilà. Ça, c'est quand même très intéressant parce que les entreprises aujourd'hui n'ont pas le temps de mettre en place des outils d'évaluation, mais en revanche, tout le monde sait faire des entretiens. Je pense que tu es d'accord avec moi, Valérie, on voit souvent cet outil comme le seul, voire même le meilleur outil, en fait. Oui, souvent, c'est au cœur, même si je partage en partie, mais nous, on l'enrichit de plein d'autres choses qui viennent améliorer cette partie-là. Mais il ne faut pas que ça soit le seul, surtout s'il y en a un. Si c'est avec une personne ou une personne influente, on voit plein de cas de figure et où on voit même une petite visio entre deux, quoi, histoire de valider le copain de la voisine qui avait passé un CV, quoi. C'est clair. Tiens, il y a Loïc Douillère, mon associé, qui est au salon du taf aujourd'hui et qui nous a dit bonjour en passant sur le chat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le cabinet fait partie des exposants du salon de taf organisé par la région à Montpellier. Et hier c'était moi qui avais ouvert le salon, et aujourd'hui Loïc est sur place avec le reste de l'équipe. Alors encore une fois,
si vous voulez vous planter, n'hésitez pas. Hein. Faites seulement des entretiens et fiez-vous à cet outil. C'est certainement le meilleur. Bien évidemment, ne le préparez pas cet entretien. Hein. Allez-y au feeling. Hein. Voyez. Pas de questions, le CV oublié, le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, bien sûr, ça c'est largement suffisant de toute façon. Soyez en retard, ne prenez pas de notes, voilà, n'ayez pas sous les yeux la fiche de poste, c'est très important parce que avec un peu de chance vous risquez de comprendre le véritable besoin en fait, mais on va en parler tout à l'heure aussi. Voilà. Alors, autre point très important, et ça je pense que c'est essentiel, il faut toujours avoir un super recruteur avec soi. Dans les entreprises, le chargé de recrutement, c'est la personne la plus stratégique. Elle peut tout faire de A à Z. Et elle doit tout faire de A à Z. Quel que soit le poste, quelle que soit la fonction, je suis sûr que vous tous, là, vous êtes tous des super recruteurs et vous êtes capables à vous seuls de faire une fiche de poste, une définition de fonction, une annonce, la publier, recevoir les candidatures, les trier, faire les présélections, faire les entretiens, et puis finalement choisir, quel que soit le poste dans votre entreprise, la personne qui conviendra à votre DAF, à votre directeur commercial ou à votre DRH. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça c'est quelque chose que l'on observe très souvent aussi, peut-être par manque de temps aussi et de moyens. Oui, ça dépend de la structure pour le coup, mais il y a parfois des personnes qui s'occupent tout de A à Z, y compris de la finalisation de la décision au solo, et on peut voir que c'est peut-être pas l'idéal. Alors il y a Florence qui dit que tout le monde ne sait pas mener l'entretien. Tiens. Ouais. Ah ben ouais, et pourtant, on a tous un bon feeling pourtant. En général, on sent bien les choses. Hein. Mais oui, bien sûr qu'elle a raison, Florence. Tout le monde ne sait pas mener l'entretien. On s'improvise pas recruteur, mais je suis déjà en train de donner des solutions. Donc on va en parler un peu plus tard aussi. Alors, j'espère qu'il vous a plu mon super-héros. Alors, concernant un autre moyen pour vraiment définitivement planter ces recrutements, vous avez eu la petite phrase sur la présentation. Vas-y mon gars, à toi de jouer. C'est clair qu'une fois qu'on a recruté, le candidat, il se débrouille. T'es d'accord Valérie ? Ouais, complètement. Mais alors ça, oui, il y a besoin de rien puisqu'on l'a recruté autonome, vite, dynamique et motivé. Donc la personne arrive et elle s'y fait tout de suite. Donc on est sûr que ça marche, bien sûr. Oui. Pourquoi ? Parce que dans mon entreprise, on n'a pas le temps de former. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Nous, on est super occupés. On a beaucoup de boulot. Et puis en fait, mince, j'avais pas pensé au PC. Mon directeur financier arrive. J'espère qu'il a pris son PC parce que on devait passer la commande et puis on a oublié. Et puis mon commercial, pour Avignon, là où tu es, Valérie, il a pas de carte de visite. Comment il va faire pour le prochain salon ? Non, mais il va prendre la carte de visite de l'ancien collaborateur et mettre son nom à la main dessus. Bon, le véhicule, il va prendre sa voiture au début et puis après on verra. Voilà, et ainsi de suite. Et encore, à la question, est-ce que vous avez un tuteur pour accompagner mon collaborateur ? La réponse est, c'est quoi un tuteur ? Hein ? On est d'accord ou pas ? Ouais, complètement. Et souvent, on oublie tellement. Il y a plein d'anecdotes au niveau de l'intégration. Ça, c'est évident, quoi. Et là, tu as fait qu'une petite liste des choses qu'on peut planter, mais on pourrait y passer des heures. On considère en fait que un recrutement ne doit pas se terminer le jour du démarrage du candidat. C'est ce qu'on pense très souvent. On est soulagé, on a notre personne. Au contraire, c'est une étape de plus. Et à partir du moment où la personne entre dans l'entreprise, il y a un nouveau processus qui fait partie du recrutement, qui s'appelle l'intégration. Et ça mérite qu'on prenne du temps. Ça prend du temps. Évidemment, ça peut sembler un peu fastidieux, mais parce que on considère que c'est une seule personne qui va tout faire. L'intégration, c'est l'affaire de tous dans l'entreprise. On verra tout à l'heure aussi comment faire. Il y a plein de remarques, non ? J'ai l'impression. Il y a des remarques, mais juste qui vont dans le sens où après, on pourra prendre la main pour les solutions. Ok. Donc, sur le fait, l'onboarding, le mentorat, voilà, c'est important. Le fait de rien oublier pour l'environnement mobilier, j'allais dire, des candidats, c'est des choses que tu as évoquées. Oui, bien sûr. Et une petite remarque de Stéphanie sur France Travail qui propose d'excellentes formations pour réussir ses entretiens. Donc, voilà. Mais bien sûr, mais vous savez, France Travail est un acteur qui a une mission et qui a son rôle à jouer. Mais si on concentre France Travail sur sa capacité
à me sortir les CV dont j'ai besoin au jour d'aujourd'hui, eh ben, ça serait jamais suffisant. On a besoin de bosser avec eux aussi, et de les orienter. Mais comme c'est la même chose pour les job boards aussi, en fait. Si on considère qu'on a pris une job board et que c'est suffisant, eh ben, on se plante. Voilà. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Alors, on va continuer notre petite présentation et on va maintenant rater cette fois-ci définitivement notre recrutement en expliquant que c'est très important de ne jamais répondre aux candidats, très très important. On peut même les bousculer en entretien. Hein. N'hésitez pas à cultiver ce rapport de force entre le candidat et vous-même en tant que recruteur. Vous êtes du bon côté du bureau. Donc vous pouvez le passer à la moulinette, expérimenter comme ce pauvre bonhomme, ce pauvre candidat qui est devant vous, et surtout occulter que sur un recrutement, une personne choisie, vous allez avoir derrière 20 personnes qui vont avoir une réponse négative. Si vous souhaitez vraiment planter les prochains recrutements, ne pensez pas à l'expérience candidat. Qu'est-ce que l'expérience candidat? C'est justement le ressenti et la facilité dont le candidat a pu faire l'expérience de votre processus de recrutement. S'il avait en face un consultant qui était désagréable, voire même nul, il reviendra jamais chez vous. Peut-être que demain, ce candidat pourra vous intéresser. De la même manière, si le processus est compliqué, si on a du mal à postuler, si tout est très long, s'il n'a jamais de réponse, ben, l'expérience candidat sera négative. C'est comme une expérience de consommateur dans un magasin. Donc surtout, ne pensez jamais à ça et ne pensez jamais qu'un consultant va avoir des avis, qu'un candidat aura son avis à donner sur votre processus. Valérie? Ouais, c'est une étape clé. Je voyais Thomas qui disait souvent un employeur n'a rien à proposer, mais il demande beaucoup. Alors, je sais pas tout à fait ce qu'il y a derrière l'idée, mais je le rapproche de là à l'expérience candidat, c'est-à-dire, oui, l'employeur a juste sa fiche de poste, et puis le reste, eh ben, on se demande comment ça va se passer, quel va être l'environnement, comment on va détailler la façon de fonctionner, d'être intégré, de rencontrer les personnes et d'avoir une bonne image en sortant de l'entretien. Donc, si on veut foirer tout ça, négligeons tout, et c'est souvent encore le cas, quoi. Et n'oubliez pas, c'est qui le patron, hein? Attention, hein? C'est moi le patron. Un rendez-vous, hein, quand je suis face à un candidat, je m'impose. Voilà. Je montre que c'est moi le chef. Voilà. Alors là, je vais bien me planter. C'est bien. Ok. Bon, on a planté un peu le décor. C'était une façon assez marrante. On s'est bien amusé avec Valérie en préparant ce webinaire. Et on n'a pas listé toutes les anecdotes parce que non, ça serait trop long. Il y en a trop. Il y en a trop. Après, c'est vrai que les choses s'améliorent, hein. On voit, mais bon, il y a encore une approche un peu trop archaïque du recrutement et on pense que c'est facile en fait et que c'est la faute des candidats. Voilà. Alors, juste pour replanter un peu le décor aussi, sachez que on va passer maintenant aux solutions. Comment faire pour réussir ces recrutements, bien sûr. Et ces solutions, nous les avons synthétisées au travers d'un livre qui s'appelle 13 secrets de 3 chasseurs de tête, livre que j'ai coécrit avec Florian Mentionne, le fondateur du cabinet, avec Loïc Douillère, mon associé, et qui partait de l'idée que ce livre-là part du principe que les personnes veulent recruter toujours, enfin les recruteurs cherchent un mouton à 5 pattes. Eh bien, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Et donc, nous, on ne saura pas vous aider à recruter un mouton à 5 pattes. En revanche, on va vous aider au travers de secrets de recruteurs, notre vécu, notre expérience, à justement pouvoir faire des bons recrutements. Alors, juste, je fais notre petite pub quand même. Sachez que je vous mets sur le chat ici un lien sur le livre. Vous pouvez l'acheter en ligne chez nous. Bientôt, on va sortir une nouvelle édition de cet ouvrage. On va le réactualiser. Et donc, voilà, consultez tous nos bouquins sur la page nos livres au niveau du Florian Mentionne Institute, n'hésitez pas. Alors, la première chose que je voulais évoquer avec vous, c'est que quand on veut enfin avoir des bonnes pratiques, et là, on va commencer par les secrets des différents chasseurs du cabinet, sachez que le recrutement n'est pas un problème de candidat. Ça, c'est la base. Si on focalise tout sur la qualité du candidat et sur la recherche de CV, eh ben, on va se focaliser sur le CV idéal, sur le candidat idéal, sur le mouton à 5 pattes, n'est-ce pas Valérie?
sur le mouton à 5 pattes à la lecture du CV. Et ça, c'est pas suffisant. Il faut savoir lire entre les lignes et voir tous les à côté d'une candidature. Oui. On parle par là de tout ce qui est potentiel, on parle par là de tout ce qui est aussi ouverture par rapport à des candidats qui pourraient être intéressants. Donc c'est vrai que si on focalise tout sur cet aspect-là, ben, on va considérer que tout est lié au candidat et on va aller chercher le CV qui, selon nous, correspond le mieux à ce profil idéal que je me suis fixé. C'est pas la bonne façon d'appréhender un recrutement. Le deuxième point, selon moi, et selon nous, pardon, très très important, c'est que le besoin exprimé est différent du besoin réel. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? On a tendance à recruter toujours des clones, en fait. Oui, c'est plus facile parce que c'est un réflexe, c'est ce que l'on voit beaucoup et il faut se poser. Là, c'est lié aussi à la notion de temps. Donc oui, on le voit que quand on creuse un peu, le besoin réel est parfois un petit peu différent de ce qu'on avait au départ en tête. Et ça, c'est clé pour que ça réussisse derrière. C'est vrai que quand je vais voir un client et quand on va voir des clients, on nous dit voilà, mon commercial est parti, je veux le même en fait. Allez-y, trouvez-moi le même et trouvez-le vite fait parce qu'on n'a pas le temps. Alors, moi ce que je commence toujours par proposer, et c'est ce que vous devez faire dans vos entreprises, c'est de pas reprendre les mêmes et recommencer, c'est de vous dire mais quel est mon réel besoin? Et si on répond à cette question, ben, mon besoin moi, c'est de vendre sur un secteur géographique, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de faire de la marge, c'est d'avoir un résultat. Et c'est pas forcément d'avoir tout de suite le clone du commercial qui a quitté le secteur. Il y a d'autres façons parfois de combler ce besoin. Hein. De toute façon, à chaque fois, il faut repartir, j'allais dire, feuille blanche, quoi, et de vraiment actualiser toutes les données du recrutement. Qu'est-ce qui a bougé, oui. Quel est l'objectif, le diagnostic poussé, et de se poser, encore une fois, amène au vrai besoin, celui qu'on va aller chercher pour avoir la bonne personne. C'est ça. Et donc si mon responsable commercial ou mon DAF est parti, eh bien, comment je peux combler ce besoin? D'abord, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin du DAF? Est-ce que ce serait pas plutôt un RAF? Est-ce que j'aurais pas plutôt 2 personnes en interne que je pourrais faire évoluer vers la fonction? Et puis finalement, quand on a étudié toutes les possibilités, peut-être qu'on a besoin d'un DAF. Et là, on lancera le recrutement. Augustin, il y a deux questions peut-être où il faut aller faire une petite pause. Une sur Mélanie qui parle, est-ce qu'on a connaissance de la méthode IOD, intervention sur les offres et les demandes? Moi, personnellement, je ne connais pas. Non, ça me parle pas, mais si elle peut nous dire en quelques mots ce que c'est sur le chat, moi je veux bien apprendre des choses, on est là pour ça, hein. Ouais. Et la deuxième, c'était avec l'IA. Comment ça se passe? Comment on analyse des CV? Quel est le rôle de l'IA? Le grand sujet. Alors, c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement. Aujourd'hui, l'IA va nous, enfin en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que l'IA est déjà présente, parce que quand on voit comment certains job boards nous orientent des candidatures, tout ça est déjà un peu, il y a les algorithmes qui existent, mais l'IA va être apprenante et l'IA générative en particulier va nous permettre d'accélérer nos processus de recrutement. Je pense qu'on doit être très vigilant, on doit s'y intéresser. L'IA dans le recrutement va avoir sa place, c'est inévitable. Je pense que sur la thématique, mais même pour vous aider à réaliser un entretien, à partir d'un poste, des caractéristiques d'un poste d'une entreprise, peut-être qu'une IA va vous permettre de vous dire quelles sont les bonnes questions à poser aux candidats, en fait. Peut-être même qu'elle va faire du matching entre des profils et des candidats par rapport à une offre d'emploi, mais de manière beaucoup plus précise. Forcément, mais tout ça, il faut un prompteur en amont, il faut quelqu'un qui le paramètre, et je pense que nos métiers vont commencer à intégrer ces éléments-là. J'espère qu'on sera toujours, que la part de l'aspect humain sera toujours présente. Ce que l'IA ne va pas pouvoir évaluer, c'est certaines émotions en entretien. Je pense que lors d'un entretien, on ressent des choses, des moments de doute, des moments de démotivation, des difficultés à appréhender une situation parce que les émotions prennent là-dessus. Voilà, j'ai envie de l'étudier encore tout ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Valérie? Ouais, et puis on ne verra pas le potentiel. Difficile d'anticiper ou de comprendre une reconversion. Donc ça veut dire que tous les gens qui changent à 90%
90 degrés ou de leur parcours, l'IA les repérera pas sur une simple lecture parce que les mots-clés pertinents avec une certaine récurrence ne seront pas identifiés. Donc oui, pour nous, ça reste un outil, mais on est convaincu qu'il faut à chaque étape une intervention de l'humain. Donc en tout cas, en ce qui nous concerne par rapport à une des questions, au Florian mentionne Institut, on continue les consultants à lire les CV. Ah oui, alors ça, attention, parce que ça c'est très très important. Nos consultants sont formés. Voilà, donc ils ont une expertise en matière d'analyse de CV, tout simplement parce que le consultant a fait un travail en amont aussi. Ce travail dont je parlais tout à l'heure de étude du besoin. Donc c'est très très important que ce rôle de conseil en recrutement, le mot conseil soit présent. Bon, on en parlera dans d'autres webinaires parce qu'on parle beaucoup de cette thématique-là, mais c'est clair que chez nous, il n'y a pas d'IA qui va nous amener à répondre oui ou non à un candidat. En revanche, je suis persuadé que nos métiers vont changer. Voilà. Et je me demande de quelle manière positive on va pouvoir intégrer l'IA dans notre façon de travailler. Je pense qu'il va falloir le surveiller, mais aussi se l'approprier. Voilà. Troisième point très très important, c'est que le recruter consiste à résoudre un problème organisationnel et humain. Ça c'est important et ça fait partie un peu de ce travail de diagnostic en amont que l'on doit faire, parce que le départ d'un collaborateur donne toujours lieu à des nouveaux équilibres dans l'entreprise. Ce qui est vrai, c'est que lorsque votre directeur financier s'en va, ou votre manager des ventes s'en va, eh bien, pendant un temps, il y a une nouvelle équipe qui se met en place. Il y a des personnes qui vont prendre plus de responsabilités, d'autres personnes vont récupérer les tâches en question, d'autres fonctions vont prendre plus d'importance. Si par exemple, dans une entreprise, le DAF avait beaucoup d'influence, peut-être que son départ va créer comment dire une mouvance de l'importance vers le directeur commercial qui aura beaucoup plus d'influence dans l'entreprise. Et tout ça, il faut l'analyser. Et c'est clair que ça passe par un travail de nouveau sur la fiche de poste, l'organigramme et l'organigramme réel de l'entreprise, hein, les équilibres, les règles du jeu. Voilà. Donc, faire un recrutement, c'est repenser à sa propre organisation. Si vous faites ça, ça vous prendra un peu de temps, mais ça vous permettra d'assurer un processus efficace et prendre en compte l'ensemble des paramètres, vous voyez, et pas que le feeling. C'est ce qui est mentionné. Alors, Mélanie détaillait qu'il y avait des chargés de mission qui, pour soutenir les entreprises dans leur recrutement, faisaient une visite d'entreprise, analysaient le fonctionnement, le poste, les échanges avec les salariés, etc. C'est ce qu'on fait nous systématiquement, en profondeur. Moi, ça m'arrive même de tourner avec des commerciaux pour savoir comment ça fonctionne. Donc, en plus d'une analyse ou d'un diagnostic dans une entreprise. Donc, c'est une évidence et ça fait partie de l'entonnoir où on resserre petit à petit et on arrivera à sortir une shortlist qui tient la route par rapport à un vrai besoin qu'on aura pour le coup cerné du mieux possible. Donc, ça peut aller très loin et c'est là où il y a la valeur ajoutée du conseil et de consultants expérimentés. Mais c'est clair, là tu as bien résumé notre méthodologie en fait. On part justement de l'entreprise. On peut pas faire un recrutement sans rencontrer les collaborateurs, sans rencontrer l'équipe, sans être capable de comprendre l'environnement, la culture. En tout cas, parmi le public, s'il y en a qui veulent devenir consultants du Florian Mention Institut, il faut que vous sachiez que vous allez être formé à ça, que Valérie vous a donné déjà un premier élément de la clé du succès. Il faut aimer aller sur place, rencontrer les équipes. Nous, on a une méthodologie pour analyser tout ça, hein, c'est ce qu'on appelle le diagnostic de recrutement. Mais si vous avez envie de rester chez vous derrière votre PC et tout faire à distance, c'est pas la peine de venir chez nous. Voilà. En revanche, si vous aimez comprendre des situations et vous voulez vous régaler à découvrir des nouveaux métiers aussi, hein, des entreprises, des cultures, venez rejoignez-nous. Ce qui veut dire que dans notre format conseil, les personnes qui recrutent en interne doivent avoir la même curiosité, se repositionner sur l'histoire du service, le profil du manager. Bien sûr. Quand je fais un recrutement, si l'entreprise a des projets, par exemple, je prends un exemple. Vous avez le projet de déménager dans quelques mois. Si dans le recrutement, j'ai pas intégré
ces thématiques-là, comment est-ce que je m'assurer que le nouveau recruté va réussir à ce poste? Il faut qu'on le tienne au courant, qu'on explique qu'il y a un déménagement, il faut que tout le monde dans l'entreprise le sache. C'est la même chose quand on parle d'acquisition d'entreprises de croissance externe. Si l'entreprise a un projet de croissance externe, il faut l'évoquer en entretien parce que peut-être que cette croissance externe passe par des relations à l'international. Et peut-être que mon candidat va devoir s'y mettre. Et peut-être qu'il va falloir parler des langues ou avoir des relations avec d'autres pays. Et donc, ben oui, le recrutement, il se passe pas là à un instant T, quoi. Un recrutement va avoir un succès en fonction de ce qui s'est passé avant, mais de ce qui va se passer demain, quoi. Donc, le contexte, voilà, c'est très important. Alors, et souvent, on ne dit pas tout, donc nous, on va chercher l'info, quoi. Autre point très important, alors certains, ceux qui suivent nos webinars, connaissent peut-être déjà cette formule, et si c'est le cas, ben je serai très content, parce que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la réussite d'un candidat ne dépend pas que de ses compétences. Monsieur Valérie, trouvez-moi quelqu'un de bien, hein, quelqu'un de très très compétent, c'est très très important, vous comprenez, parce que chez nous, la compétence avant tout, quoi. Alors oui, c'est très sympa. Nous, on sait évaluer la compétence d'un candidat. En revanche, je vais vous détailler un petit peu cette formule. Dans cette formule, vous avez le P qui est donc la performance. Et ce qui est clair, c'est que la performance d'un candidat dépend d'une part de ses compétences, que sont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, en tout cas, s'attache à évaluer. C'est aussi condition de ses motivations, et on veut tous des candidats très motivés, hein, je l'ai dit sur le slide. Donc là, on est centré sur le candidat. Très souvent, on pense que les compétences et la motivation sont la clé du succès. Oui, mais pas que. C'est très important que votre commercial ou votre directeur financier ait avec lui un bon manager qui est dans l'entreprise un management efficace, une culture d'entreprise intéressante, qui va le tirer vers le haut, et surtout aussi des moyens. Donc, je vais réussir si je suis motivé, si je suis compétent, mais surtout si j'ai un bon manager et si on me donne des moyens pour réussir. Ça, c'est très très important. Donc, à chaque fois que vous faites un recrutement, pensez au N+1, pensez également aussi aux moyens pour réussir. On parlait tout à l'heure de la voiture, mais on parlait aussi tout à l'heure du tuteur pour l'intégration, voyez, des moyens financiers, des budgets. Est-ce que si je recrute le collaborateur de mon concurrent, je suis certain que ça va bien se passer? Ben peut-être, parce qu'en fait, j'aurai peut-être un très bon profil, mais si je lui donne pas les moyens et si je donne pas un bon manager, ça risque de, entre guillemets, mal se passer. Des réactions par rapport à ça? Alors pas directement, il y a deux choses, parce que là avec cette formule, c'est vrai, on évoque plein de sujets, donc il y en a un qui était par rapport toujours au biais pour influencer sur la qualité d'un recrutement, comment le recruteur et le recruté évitent de tomber dans le piège de ces biais cognitifs, enfin oui, l'influence aussi du feeling. On y vient juste après. Hein, ouais. Donc ça, on le verra, je te le mets parce que ça peut être mélangé. Et puis Fatima et Zara qui pose une question sur son CV, mais là on est plus côté candidat que côté entreprise, et qui dit est-ce que le fait d'avoir travaillé 6 mois en entreprise peut influencer ma candidature? Bon. En fait, on fera certainement en tout cas, dans ce cas-là, je vous propose d'aller sur notre site. On donne plein de conseils aux candidats. Il y a plein d'articles, et prenez le temps d'y aller parce qu'on souhaite aussi nous cultiver les relations. Et là, je passe au point suivant en fait. Ne pas subir le recrutement et améliorer en permanence son sourcing. Mais il faut fidéliser vos candidats, et y compris dans les entreprises. Donc Fatima, n'hésitez pas à aller sur notre site, la page nos articles et la page blog. Vous avez des vidéos, vous avez plein d'articles à consulter, et on donne nous des conseils aux entreprises et des conseils aux candidats. Donc n'hésitez pas à y aller. L'autre point, c'est ne pas subir un recrutement. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, le départ d'un candidat, c'est un peu l'hécatombe, enfin d'un collaborateur, c'est un peu l'hécatombe, on ne sait pas comment faire, on prend les mêmes et on recommence, c'est ce que je disais, et surtout on ne s'est jamais intéressé au fait en permanence, peut-être alimenter une base de données interne, ou en tout cas garder des relations régulièrement avec des candidats qui pourraient demain postuler à nos offres d'emploi et nous suivre. Alors, on a un super outil aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Une entreprise qui communique sur LinkedIn, qui communique sur son actualité, sur ses métiers, sur ses projets, aura tendance à
à avoir en permanence un flux régulier de personnes qui les suivent et de candidats qui les suivent. Et donc peut-être que demain, si je poste une offre d'emploi, le fait d'avoir évoqué tout ça de manière professionnelle et simple va vous amener à avoir des candidats. Vous avez fait des études, les assos d'anciens élèves sont aussi un moyen de recruter. Participer à des salons, à des conférences. C'est vraiment l'idée de vous dire, le recrutement, c'est tout le temps. C'est pas que maintenant, pendant 6 mois, parce que j'ai un collaborateur qui est parti. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, parce que on pourrait se dire aussi, Valérie, mais c'est une question de moyens, ça. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Pas uniquement, c'est une question d'état d'esprit. Hein. Le fameux pour vivre heureux, vivons cachés, c'est vrai que c'est plus trop d'actualité, il me semble. Et on a toujours à gagner à partager. Et donc pour les gens qui veulent recruter, c'est d'être entre un bain de relations pour valoriser la structure où on est et pour capter qu'est-ce qui se passe autour de nous et en termes de profil potentiel un jour. Donc c'est plutôt cette démarche d'ouverture et les réseaux sociaux sont à la pointe de ça en ce moment, bien évidemment. Donc c'est... Alors juste, je peux pas m'empêcher de répondre à Fatima quand même, parce que à la question, est-ce que le fait d'avoir seulement travaillé 6 mois, non, Fatima, qu'est-ce que ça vous a apporté les 6 mois? C'est ça qu'il faut focaliser. En quoi ces 6 mois vous ont apporté une valeur ajoutée? Voilà. Partez là-dessus, vous verrez, et lisez nos textes. Oui, donc tu as tout à fait raison, Valérie, par rapport à ce point sur ne pas subir. C'est l'état d'esprit. Moi, je suis d'accord. Le vivons heureux, vivons cachés. Ça a pu marcher. C'est possible que quelqu'un a une technologie telle que on est indispensable, mais quand même, les compétences évoluent, le monde change, la communication aussi, les médias aussi, et on a toujours besoin d'attirer de nouveaux profils, des compétences. Tout n'est pas statique, et je pense que avoir cet état d'esprit est un bon moyen. Et d'ailleurs, je dirais, c'est l'affaire de tous les collaborateurs dans l'entreprise aussi, pas que du dirigeant. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut l'ouverture complète et puis échanger. C'est la philosophie réseau. Dans les questions, alors il y a une remarque sur être ouvert d'esprit, ne pas forcément recruter avec des a priori. Enfin, on voilà. va y aller. Allez. On va y aller. Ouais. Ok. Alors, quelques points et puis on y va. Alors, attirer des profils grâce à sa marque employeur, c'est évident. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Si votre entreprise a des valeurs, et je pense que toutes les entreprises ont des valeurs, encore faut-il avoir le temps d'y réfléchir, pour avoir une bonne marque employeur, sachez que vous allez attirer d'autant plus de candidats et de bons profils que vos collaborateurs sont votre, quelque part, ambassadeur de l'entreprise. Et pour ça, il y a les réseaux sociaux qui sont très intéressants. Donc, les valeurs externes et les valeurs internes de l'entreprise sont vraiment la marque employeur à mettre en avant. C'est pas que du marketing. Autre point important, c'est évaluer les candidats avec un véritable entretien. On disait tout à l'heure que c'est pas le seul outil, mais surtout, un véritable entretien, qu'est-ce que c'est? C'est l'entretien qui est fait par une personne qui a été formée aux entretiens. Elle se fait non pas sur une épreuve de force, mais en recherche de consensus. Et l'entretien implique aussi qu'on a un guide d'entretien, qu'on connaît la fiche de poste, qu'on a fait une analyse en amont, et donc on est prêt à ce moment-là, sur des éléments de forme et des éléments de fond, à effectuer l'évaluation au travers de l'entretien. Et encore, l'entretien a une place très importante dans le recrutement, mais c'est pas le seul. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres outils d'évaluation mobilisés, notamment les tests, les mises en situation, les cas pratiques. On a beaucoup de possibilités d'évaluer les compétences d'un candidat ou d'une candidate, pas seulement avec des outils très chers. Hein. Une mise en situation, ça peut être un bon moyen de demander à quelqu'un. Je prends l'exemple, si vous recrutez un chargé de communication qui va avoir un rôle dans la communication sur vos produits, demandez à cette personne de vous préparer un plan de com, ou même de vous faire une vidéo lorsqu'il y a une présentation, une approche digitale, de vous faire une vidéo d'un produit et vous montrer comment elle aurait appréhendé les choses compte tenu de votre culture et de votre marque en fait. Voilà. Tout est possible de l'instant où c'est professionnel et bien cadré. Alors, je sais qu'on attend cette histoire de biais cognitif, donc je vais dessus. Alors, il faut toujours déconnecter l'évaluation du choix final. Ça veut dire quoi en fait? Il y a une importance à ne pas avoir une seule personne à faire des recrutements, parce que là va intervenir le biais de confirmation. Ça veut dire quoi? Le biais de confirmation consiste à dire qu'en fait, je suis influencé
par mes propres valeurs, par ma propre expérience, par mon propre feeling, en fait, quelque part. Et si à la base, j'ai un avis positif sur un CV, j'aurai tendance, lors de l'entretien, à poser les questions qui vont faire que cette personne, à la fin, va obtenir le rendez-vous et va obtenir le poste. Pourquoi? Parce que je vais confirmer, à partir de mon propre ressenti, que j'avais bien raison de l'avoir choisi. Ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Si on laisse passer son feeling tout de suite en amont, eh bien forcément, tout va bien se passer jusqu'à la fin, ou alors tout va mal se passer jusqu'à la fin. Et pourquoi c'est important d'avoir des regards croisés? Tout simplement parce que en ayant des regards croisés, en fait, on va diminuer ce biais de confirmation. Et je vous dirais même, si vous faites passer un entretien de manière successive à plusieurs personnes, ne dites pas, tiens, j'ai un candidat intéressant, je voudrais que tu l'évalues. Tu dis, tiens, j'ai un candidat à évaluer, j'aimerais voir ton avis. Et là, on est déjà en train d'éviter que cette personne confirme ce qu'on lui a dit. Surtout que si je suis le dirigeant, il va avoir tendance à dire, ah ben si le patron a dit que c'était quelqu'un d'intéressant, on va aller dans son sens. Et on va poser des bonnes questions pour confirmer que ça valait le coup d'aller plus loin. Est-ce que ça répond un petit peu à l'idée des biais cognitifs, notamment lors de l'entretien? Vous me direz si ça vous convient ou pas. Je pense que ça y répond bien sûr en grande partie. Et les regards croisés, on est encore sur des questions de timing. Et l'idée d'en peut-être de faire 2 voire 3 entretiens ou à plusieurs ensemble à un même moment. Et donc ça fait partie des méthodes que l'on mène, que l'on suggère et auxquelles il faut adhérer pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc oui, il faut des regards croisés et avoir des avis de plusieurs pour rectifier, diminuer l'erreur. Mais donc, du temps, encore une fois. Et ça, il faut être prêt à le faire. Et c'est un investissement. Et chacun doit être préparé lors de son entretien à poser les questions qui correspondent aux véritables besoins du poste. On ne sort pas de ce dont on a besoin. On peut peut-être aussi envisager quelque chose, c'est de dire, moi, je suis directeur général. J'attends d'un collaborateur de retrouver certains éléments liés à la personnalité, à la motivation, à sa vision, à sa stratégie. Je peux peut-être après demander à mon directeur financier de recevoir ce candidat sur des critères qui correspondent plutôt à des critères liés à la gestion des budgets, à la gestion des tableaux de bord. Tu vois, ça peut être un moyen aussi que chacun donne son avis sur une partie des compétences que le candidat doit avoir. Et ce regard croisé va permettre justement de ne pas confirmer ou infirmer ce que l'on pensait au départ et finalement avoir une approche globale du recrutement. Voilà, je trouve ça intéressant. Alors, on va passer au feeling parce que, le feeling, c'est bien. Et est-ce que c'est important? Mais je vais vous dire oui, bien sûr que c'est super important le feeling. Aujourd'hui, finalement, on a fait un travail en amont de présélection très objectif sur un besoin réel. On a défini des critères, on a défini ce qui est important pour nous et pour l'entreprise. On a été très objectif finalement sur le processus de recrutement. En fin de compte, à la fin, vous aurez peut-être 2-3 personnes motivées, compétentes et fiables par rapport au poste, parce que vous avez fait un bon boulot. À ce moment-là, oui, faites passer le feeling, utilisez votre expérience, votre ressenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des fortes chances que, à compétence égale, la personne avec qui vous avez vraiment envie de travailler va réussir à ce poste. Qu'est-ce que c'est que ça? Avoir envie de travailler avec quelqu'un, c'est avoir envie d'échanger, de parler d'autres choses que du travail. C'est envie de boire un café, voilà, envie d'aller voir un client ensemble. C'est ça qui va vous amener derrière à confirmer ce feeling, mais toujours après avoir été très objectif en amont. Est-ce que j'étais clair? Oui, je pense que tu as été clair. Est-ce que je suis objective en disant ça? Mais en tout cas, c'est... Tu vois, biais de confirmation. Mais ça rejoint quelques remarques des personnes qui interviennent où à chaque fois, avec parfois un temps de décalage, on répond quoi. Comment on part ces biais? C'est en ayant plein de critères, en étant plusieurs, en se mettant sur une liste, un tableau de critères d'évaluation qu'on a partagé, en laissant toujours une part qualitative. Là, il y aura débat. Mais il y a un moment donné, il faut objectiver avec un certain nombre d'éléments. Donc, c'est comme ça qu'on enlève petit à petit les biais. Et je finalise avec Mélanie qui est intervenue sur l'entretien sur un poste de travail permet d'avoir aussi un regard du collaborateur et d'éviter les questions type qualité-défaut. Pourquoi pas? C'est vrai que quand on est
cadre, l'entretien sur le poste de travail est peut-être un peu plus délicat. On est plutôt dans des discussions de stratégie, d'intégration, de management. Et qualité-défaut, oui, ça peut être posé aussi, mais c'est pas la plus pertinente peut-être. Peut-être qu'il faut le poser autrement. Comment l'idée de qualité-défaut, malheureusement, c'est que c'est tellement, ça a été tellement utilisé et mal utilisé. Et quelque part, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'ai devant moi quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Ce qui m'intéresse, c'est à partir de mes difficultés, comment je fais pour les améliorer. Voilà. Et donc là, on revient au cas pratique, en fait. Face à une difficulté, qu'est-ce que vous faites pour vous améliorer? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Comment je cherche des solutions? Et mes qualités, ben c'est très bien, mais il faut des vraies qualités, pas des qualités. Je suis quelqu'un de très sociable. Non, il faut toujours argumenter par un exemple ou peut-être même ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est une bonne façon d'avoir un regard croisé sur soi, en fait. Alors, donc voilà pour le feeling. Bien sûr, et je disais tout à l'heure que le recrutement aura du succès s'il y a vraiment un processus d'intégration. C'est très important et c'est l'affaire de toute l'entreprise. Quand un collaborateur arrive dans l'entreprise, toute l'équipe, tous les collaborateurs, en tout cas immédiats, doivent être au courant. Mais même ceux qui ne sont pas immédiats. Il faut que lorsqu'une secrétaire arrive dans une entreprise, on sache qu'elle arrive et qu'elle ait un bon accueil. Et puis après, vous avez des procédures et des process à mettre en place, notamment un livret d'accueil, pourquoi pas un tutorat, et ceci, quel que soit le poste. Je dirais même que la première semaine devrait être consacrée à faire le tour de tous les métiers de l'entreprise. Voilà, ça serait l'idéal. Prendre le temps d'aller voir les commerciaux, la direction technique, la RH, voilà, la prod. On a vraiment besoin de cette approche-là et c'est important de penser que la réussite d'un collaborateur dépend des moyens qu'on met à sa disposition. Allez, je vais continuer. Hop. Ouais, je te laisse continuer par rapport au timing et qu'on puisse. Ouais. Alors, finalement, ce qui compte, c'est prendre conscience que là, j'ai fait un petit nuage de mots de tout ce qui marche bien, quoi. Il y a des outils et il y a des méthodes. Les outils, ben, ils sont à votre portée. Un guide d'entretien, c'est pas si compliqué à l'obtenir et à le mettre en place, et surtout à le mettre à jour. Investir du temps et de l'argent dans le recrutement, c'est obligatoire. Si vous partez du principe qu'un recrutement doit être pas cher, doit pas prendre de temps et doit aller vite, vous vous plantez. Le recrutement prend du temps, coûte de l'argent et ça demande un questionnement permanent de mes process. C'est une obligation. Quand vous achetez des PC ou des Mac dans votre entreprise, quand vous intégrez un logiciel, quand vous demandez à votre expert comptable quel est le meilleur outil de gestion de mon entreprise, vous prenez du temps, vous faites des investissements importants. Les ressources humaines, c'est la même chose. Et en plus, vous risquez d'avoir des coûts cachés parce que le temps perdu à faire des entretiens qui n'ont servi à rien parce que mes collaborateurs, mes recruteurs sont pas bien formés, ou voire même au pire l'échec du recrutement. Au bout de 3 mois, j'ai formé quelqu'un et puis il s'en va parce que on s'est pas compris sur les valeurs, mais ni sur les moyens. Ben, c'est vraiment du professionnalisme. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Pour moi, le recrutement demande du temps, de l'argent, investir toute l'équipe au sein de l'entreprise et bien entendu un travail, et ça c'est super intéressant, sur la prise de recul, les biais cognitifs, voilà, ça c'est très très important. Peut-être qu'on a quelques remarques, Valérie, là-dessus? Au fur et à mesure, tu y as répondu et puis j'ai essayé dans le chat d'y répondre aussi. Sur des questions à poser, sur les échecs, par exemple. C'est des questions intéressantes. Oui. En fait, de l'instant où elle correspond à une problématique importante pour l'entreprise, il n'y a pas de questions standard. Partez du principe que on a un besoin, on a besoin de répondre à des missions. Un poste va être évolutif, ne l'oubliez pas aussi. Enfin, en tout cas, les missions de cette personne vont évoluer. Toutes les questions sont bonnes de l'instant où elles sont rattachées à une analyse en amont. Voilà. Et ce qui est important, c'est de toujours utiliser pour tous les candidats le même questionnaire pour pouvoir les comparer les uns par rapport aux autres. Un entretien avec une personne doit ressembler à un entretien avec d'autres personnes en termes de forme. Ok ?
Tout à fait. Je Bon, partage tout. Je regarde ce qui arrive au fur et à mesure, mais en attendant, parce qu'on arrive à la fin, s'il y a d'autres remarques, n'hésitez pas. ouais. Je vous propose de nous retrouver sur LinkedIn parce qu'on y est tout le temps avec Valérie et ses podcasts et ses articles. Nous, le Florian Marcel Institute, on fait beaucoup de choses aussi. Suivez-nous, n'hésitez pas. C'est l'heure de bientôt 14 heures, hein, donc l'heure de reprendre le boulot, mais pour d'autres l'heure de la sieste. Je vous le souhaite. Sachez que nos prochains webinars seront dans le replay aussi. Hein, vous aurez le PowerPoint. Nos prochains webinars le prochain, c'est le mois d'avril, c'est le 4 avril, sur un bon manager peut-il devenir consultant en recrutement. Là, on parle de notre métier, et puis il y a toute une liste de webinars qui arrivent tous les mois. Je voudrais vous remercier pour avoir été aussi nombreux, parce que on était très nombreux aujourd'hui, pour votre participation aussi. J'espère que vous allez devenir des super recruteurs maintenant. Dans la présentation du slide, vous aurez plus d'infos sur le cabinet. Et je vous souhaite voilà, une fin de semaine. Merci Valérie, parce qu'on s'est bien amusé à travailler ensemble là-dessus. Ouais, merci à toi sur les anecdotes qu'on dira pas, peut-être dans un prochain, ou pour pas citer. Mais Voilà. il y a du vécu, comme tous les gens qui nous ont écoutés apparemment. Voilà. Et juste pour vous dire que le Florian Marcel Institute a sorti un ouvrage qui s'appelle Le Management Epifit. Je vous laisse le découvrir. Il y aura des webinaires à ce sujet déjà, oui, et ils ont déjà eu lieu. Pareil, disponible sur notre site internet, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous et à vos recrutements maintenant. Au revoir et bon après-midi. Merci.